Bonjour et bienvenue dans Questions Politiques. Merci d'être fidèle au rendez-vous du dimanche de France Inter, du journal Le Monde et de France Info. Notre invité aujourd'hui, il était l'espoir de la droite, il était le candidat idéal aux dernières élections européennes pour le camp des Républicains, il est eurodéputé. Beaucoup de choses ont changé depuis cette campagne-là, mais sa ligne politique, son corpus idéologique sont peut-être en train de s'imposer dans son camp. Et si l'avenir de la droite était notamment au conservatisme, il est chargé de réfléchir à l'avenir de la droite à l'échelle de l'Europe, au PPE. Que veut dire être de droite aujourd'hui et où en est l'Union européenne? Question politique est en direct jusqu'à 13h avec l'eurodéputé LR François-Xavier Bellamy. Pour intervenir, l'application France Inter ou les réseaux avec le hashtag QuestionPol. France Inter. Questions politiques. Ali Badou. Bonjour François-Xavier Bellamy. Bonjour. Eurodéputé PPE, c'est le nom de votre groupe au Parlement européen. Pour vous interroger, l'équipe de Questions Politiques, Nathalie Saint-Cric de France Télévisions. Bonjour Nathalie. Bonjour à tous. Françoise Fressos du journal Le Monde. Bonjour Françoise. Bonjour Ali, bonjour à tous. Laurence Perron de France Inter. Bonjour Laurence. Bonjour. Laurence qui a préparé votre portrait François-Xavier Bellamy et nous le découvrirons ensemble dans quelques minutes. Beaucoup de questions à vous poser, mais partons d'abord de l'épidémie de coronavirus qui accélère en France. Près de 27 000 nouveaux cas. Vous l'avez entendu dans le journal, les autorités sanitaires craignent une poursuite des hospitalisations, des décès dans les semaines à venir. Quel regard portez-vous sur la gestion de cette crise totalement inédite par le gouvernement en France ? D'abord, la première chose qu'il faut dire, je crois, c'est que, et je le répète depuis le début de cette crise, mais c'est important de le rappeler, la critique est facile et l'art est difficile. Et évidemment, dans toute crise de cette nature, il y a une part d'imprévu, d'impondérable. Je comprends que la situation soit compliquée à gérer. Malgré tout, une fois qu'on a dit ça, ça n'empêche pas de poser un regard aussi objectif que possible sur la situation et de s'étonner de ce qu'aujourd'hui, moi, ce qui me frappe le plus, c'est le discours moralisateur du gouvernement qui tend à faire porter sur les Français le poids de la responsabilité d'une crise que, malgré tout, il faut le dire, les autorités publiques n'arrivent pas à gérer. Au fond, il y a une sorte de contrat qui devrait s'établir entre le gouvernement et les Français. D'un côté, de la part de chacun d'entre nous, le respect des règles qui nous sont imposées et qui sont lourdes et que, je crois, les Français respectent. Les gestes barrières, les mesures de distanciation sociale qui sont une épreuve pour beaucoup d'entre nous. Je pense en particulier à tous ceux qui sont déjà isolés. Je pense aux personnes âgées, à nos aînés qui vivent chez eux avec peu de contacts et qui se trouvent encore plus fragilisés par cette situation. Aujourd'hui, les Français, dans leur immense majorité, il suffit d'aller dans la rue pour s'en rendre compte, respectent ces règles. Et de l'autre côté, le gouvernement, lui, qui devrait s'astreindre à la tâche de maintenir sa stratégie, c'est sa stratégie, celle qu'il a déterminée, tester, dépister, isoler. Aujourd'hui, rien ne fonctionne dans cette stratégie. On voit très bien que nous n'arrivons plus à remonter les chaînes de contamination. Nous n'avons pas les moyens de le faire. La stratégie de test ne fonctionne pas. Elle a été mal engagée, y compris d'ailleurs dans l'été. Rien ne s'est passé pour que, face à cette seconde vague que tout le monde prédisait et dont déjà l'espace médiatique était rempli de manière un peu anxiogène, on aurait dû prendre ce temps-là pour se préparer et on n'est pas prêt. Et j'ajoute un dernier point, et c'est ce qui me frappe le plus. Que la première vague nous ait surpris, on peut le comprendre. Mais la deuxième vague, il est absolument inadmissible qu'elle nous trouve aussi démunis. Or, c'est le cas. Le nombre de lits de réanimation n'a pas augmenté dans notre pays pendant l'été. Que s'est-il passé ? Qu'est-ce que le gouvernement a fait pour que nous soyons mieux équipés ? La situation serait infiniment moins inquiétante si nous avions pu augmenter nos capacités de réanimation. Nous avions 5000 lits disponibles, il y en a autant aujourd'hui. En Ile-de-France, il y a même moins de lits de réanimation disponibles aujourd'hui qu'il n'y en avait en mars dernier. C'est contestable, on va y revenir. Non, c'est un fait. C'est un fait. Et oui, effectivement, c'est critiquable, c'est un fait, il faut le dire. Et face à cela, je termine, aujourd'hui, on a un discours du gouvernement qui nous explique les Français ne sont pas sérieux, il faut être plus conscient des enjeux. Au fond, comme si tout le travail du gouvernement consistait à reporter sur les Français le poids de l'effort à faire qui n'est pas assumé par les autorités aujourd'hui. Quand vous dites que c'est moralisateur, est-ce que finalement le contrat qui a été passé avec les Français n'a pas été respecté ? Vous voyez des gens qui se tiennent bien dans la rue avec des masques, et nous, on peut se dire aussi que dans les bars, on voit des gens qui parlent fort, qui n'ont pas de masque, qui se postillonnent à la figure et qui sont peut-être jeunes et qui sont peut-être joyeux, et c'est peut-être une excuse. Pourquoi vous avez autant confiance en les Français ? Pourquoi vous les exonérez à ce point-là de responsabilité, puisqu'on a bien vu que cet été, et que notamment dans certaines villes aussi
à la rentrée, eh bien, il y a des endroits où ça explose plus que d'autres, où Alors, peut-être les gens ont fait moins attention. D'abord, le rôle de l'État, François-Xavier c'est justement Bellamy. de faire appliquer ces consignes. Donc, de moraliser de temps en temps et de Non, dire mais attention. pas de moraliser d'une manière générale. Une immense majorité des restaurateurs, des établissements qui accueillent du public respectent les règles. Et c'est extraordinairement contraignant pour eux. Et ils le font. Alors, faut faire Moi, quoi ? je suis un peu partie prenante de cette situation. Je fais chez Ali Badou des rencontres de philosophie qu'on a repris dans un théâtre à Paris parce qu'on y a été autorisé par le gouvernement et que je crois que c'est important de relancer la vie culturelle. Eh bien, on fait une place sur deux. C'est compliqué, Alors, oui, c'est mais coûteux, c'est l'État dit difficile. quoi ? Donc, Si une ça- immense l'État majorité, dit quoi ? Dit, c'est pas bien ? une immense majorité des gens respectent les règles. Certains ne les respectent pas. Il faut aller les sanctionner. Et je parle d'ailleurs du point de vue de maire. Je pense par exemple à David Lisnard à Cannes qui dit « Ça fait des mois qu'on alerte sur des établissements qui ne se comportent pas bien et personne ne va sur place pour aller relever les infractions et pour aller les sanctionner. » Il ne s'agit pas de parler de manière générale à tous les Français en disant « Ça n'est pas bien, vous vous réjouissez trop, vous n'êtes pas assez conscient du problème. » Non, fixons des règles, faisons en sorte qu'elles soient appliquées. Aujourd'hui, je crois qu'elles le sont. Mais pour le reste, ce qui nous rend si fragiles aujourd'hui, et ce qui fait que la France est dans une situation beaucoup plus difficile que beaucoup de pays européens face à la reprise de l'épidémie, c'est quand même, encore une fois, redisons-le, que la stratégie de test, de dépistage n'est pas assumée de manière correcte. C'est là-dessus que je vous arrête, Françoise parce Fressoz. qu'on voit que dans pratiquement tous les pays, l'Allemagne, le nord de la Grande-Bretagne peut-être est en instance de reconfinement. Pourquoi la France, vous dites, elle se débrouille moins bien que les autres? Au fond, la vague, elle touche tous les pays aujourd'hui. Et moi, je voudrais vous interpeller comme parlementaire européen. Est-ce que vous avez travaillé en commun pour faire du benchmarking, c'est-à-dire voir quels sont les endroits où ça marche mieux? Et est-ce que c'est pas ça votre contribution, plutôt que de dire ça marche pas en France parce que peut-être vous êtes en désaccord avec le gouvernement? Bien sûr qu'on travaille sur le sujet. On travaille sur tous les sujets qui relèvent de la compétence du Parlement européen. D'abord sur le fonctionnement de l'espace Schengen, parce que, vous l'avez dit, aujourd'hui, le grand danger, ce serait qu'on se retrouve de nouveau dans une situation de confinement. Donc tout ce qu'on peut faire pour éviter que cette pandémie ne monte au plan européen, il faut évidemment le faire. On travaille sur la stratégie en matière de vaccins, en matière de tests, de dépistage. Nathalie Colin-Sterlet, qui est députée de notre délégation, vient de présenter et de faire voter un rapport sur la prévention des pénuries de médicaments en Europe. C'est un sujet majeur pour faire face à cette deuxième vague. Donc, évidemment qu'on travaille. mieux Vous me Qui se demandez quel est débrouille mon mieux que avis les sur la Français gestion de cette Oui, crise. Je mais ne peux que vous pourquoi la répondre. France se Et en termes de débrouillerait plus benchmarking, mal que les pardonnez-moi, autres? je reviens de Grèce. J'ai été rencontrer plusieurs Le Premier représentants du ministre, le gouvernement ministre de la grec, Défense, celui de l'immigration, des affaires européennes. On a eu Notamment. l'occasion, on y reviendra peut-être, d'aller voir nos amis grecs sur les sujets auxquels ils font face aujourd'hui. Quand On je va en suis parler. arrivé à l'aéroport d'Athènes, nous avons tous été testés, tout l'avion. Tout le monde qui sortait de cet avion a été testé. Alors que je reviens en France et pour le coup, il ne se passe absolument rien. Je ne peux pas ne pas constater qu'aujourd'hui, des pays, y compris la Grèce, qui ont des systèmes de santé qui sont moins performants que le nôtre à bien des égards, se sont donné les moyens d'éviter que la reprise de l'épidémie ne frappe autant qu'elle le fait aujourd'hui en France. Et aujourd'hui, en Grèce, il n'est pas question de reconfinement et la vie fonctionne correctement, y compris la vie économique. En France non plus, il n'est pas question de reconfinement. Non, mais on voit bien qu'effectivement, si on continue sur cette tendance, on va se retrouver demain dans la même impasse qu'en mars dernier. Et moi, je dis encore une fois que je suis obligé de le reconnaître malheureusement. Je répète que ça n'est pas facile, mais il faut bien reconnaître, puisque vous me demandez mon avis, ce qui ne fonctionne pas, que lorsque la première vague nous a frappés, nous étions démunis, on peut le comprendre. Il est moins compréhensible que nous le Et soyons pourquoi autant lorsque la deuxième Pourquoi vague on est moins bon arrive. que les autres? Pourquoi? C'est quoi? C'est de l'incompétence comme Nathalie il y a eu Saint-Cric. 2 points cette semaine. Pourquoi? Il y a... Mais je le redis, comment expliquer par exemple qu'il y ait moins de lits de réanimation disponibles en Île-de-France aujourd'hui que nous n'en avions en mars? Comment Ça, c'est expliquer- contesté. Hein. Comment C'est contesté. Vous le dites, mais c'est Non, contesté. c'est un fait reporté par les personnels hospitaliers, les directeurs hospitaliers. Je pense à Philippe Juvin, par exemple. Non, mais il y a une hypothèse où ça pourrait monter à 12 000 lits, mais de toute façon, le compte est compliqué à faire. Comment se fait-il, par exemple? Revenons sur un élément très simple. Le gouvernement s'était engagé à commander 10 000 respirateurs supplémentaires. En réalité, seuls 1 600 sont utilisables en réanimation. C'est un fait objectif. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous n'avons pas les équipements, même les équipements nécessaires pour faire face. Comment se fait-il que nous n'ayons pas trouvé plus de personnel, que par exemple, Parce qu'il faut au les plan former, européen, que ça prend du temps. que par exemple au plan européen, nous n'ayons pas organisé une mutualisation des personnels. Ça, c'est ce que le gouvernement seul peut faire. Nous voulons bien y contribuer, mais c'est au gouvernement de prendre l'initiative de se tourner vers nos voisins européens qui sont aujourd'hui moins touchés pour faire en sorte, effectivement, de partager l'effort en allant chacun à son tour au front dans les pays les plus en difficulté. Encore Alors un mot, Laurence justement, Perron. le président de la République doit s'exprimer dans les prochains jours sur cette question. Qu'est-ce que vous attendez de lui? On attend d'abord un cap clair, on attend des décisions fermes, et je crois qu'encore une fois, moi, ce qui me marque le plus, c'est que on attend d'abord qu'on arrête de faire la morale aux Français, qu'on leur indique Mais les c'est assez règles curieux, indispensables. Parce qu'il y a des règles, et on les connaît tous.
Et vous dites qu'elles sont largement appliquées. Elles sont largement appliquées. Mais alors dans ces cas-là, pourquoi vous plaindre du discours du président de la République ou du gouvernement ? Parce qu'on entend sans cesse, les Français ne sont pas assez responsables. Vous le redisiez à l'instant, les jeunes sont trop joyeux, ils font la fête, dans les bars, ils font n'importe quoi. Non, mais je crois qu'aujourd'hui, la plupart des gens sont très responsables. Il faut maintenant que l'État... Il n'y a pas de relâchement. Il n'y a pas eu de relâchement de la part d'un certain nombre de Français, et notamment des jeunes, et effectivement des jeunes qui ont pu faire la fête, de gens qui ont été s'amuser en vacances cet été, et aujourd'hui, donc, les conséquences... Mais dans leur immense majorité, les gens respectent les règles. Elles sont très difficiles à respecter. Mais que diriez-vous aux Français, vous, là ? Au bar, au restaurant, je pense au théâtre, je pense à tous les lieux qui sont aujourd'hui en très grande difficulté, y compris économique, et qui font tout ce qu'ils peuvent pour assumer les règles qui leur sont fixées. Très bien, ils font leur part du travail. Que l'État fasse sa part aussi en assumant enfin une stratégie de test qui fonctionne efficacement pour permettre de remonter les chaînes de contamination. Il n'y a pas de fatalité à ce que nous revenions dans la situation dans laquelle nous étions en mars dernier. Mais pour ça, encore une fois, c'est à l'État de faire sa part du travail. Et j'ajoute une dernière chose. D'un mot. On attend aussi que le président de la République, même si la situation est infiniment difficile, nous propose aussi de réfléchir ou nous montre que l'État réfléchit sur la préservation de nos libertés fondamentales. Bien sûr que nous sommes dans une situation difficile. Bien sûr qu'il faut accepter de faire des efforts pour éviter la propagation de ce virus. Mais il est aussi absolument crucial que nous rappelions sans cesse, et c'est, je crois, le rôle du président de la République comme garant de la Constitution, que nous rappelions sans cesse que les libertés fondamentales ne sont pas faites uniquement pour les périodes de tranquillité, mais qu'elles sont faites aussi pour garantir les droits des citoyens. Puisque nous sommes en état d'urgence sanitaire, quelles sont les libertés qui sont menacées, selon vous, et qui devraient être à tout prix protégées ? Qu'est-ce qui est allé trop loin dans les règles décrétées par l'état d'urgence sanitaire? Je crois que beaucoup de libertés ont été mises en cause, et d'ailleurs d'une manière inutile. Revenons sur le fiasco, et ça pour le coup c'est un point très important, de l'application Stop Covid, cette application de traçage. On sait qu'aujourd'hui, après quelques mois d'utilisation dans lesquels en fait elle n'a pas servi à lutter contre la pandémie, elle a en revanche, chez ceux qui ont téléchargé cette application, capté des données personnelles que le gouvernement lui-même s'était engagé à ne pas conserver. Et là, il y a quelque chose de grave parce que nous regardons avec trop de négligence ces violations de nos libertés fondamentales, du droit à la vie privée par exemple, lorsque certains nous expliquent que au fond il faudrait renoncer à ces droits fondamentaux pour lutter contre l'épidémie. Je crois que c'est une entorse grave à des principes qui ne sont pas faits, je le répète, pour des périodes de tranquillité, mais qui sont faits pour préserver c'est pas ce que disent tous les républicains, mais Françoise Fressoz. L'épidémie dure, et donc je voulais là vous interroger le philosophe. Est-ce que vous avez une réflexion sur toutes les conséquences que peut créer sur les mentalités, le fonctionnement de l'économie, le fonctionnement de la société, le fait qu'on soit confronté à quelque chose d'aussi long et d'aussi difficile? François-Xavier Bellamy. Oui, vous avez raison. Je crois que c'est un sujet préoccupant sur lequel il faut qu'on se concentre tous, quels que soient nos champs disciplinaires. Je crois que le grand risque, c'est que cette période de crise épidémique nous fasse faire un pas de plus dans ce que Pierre Rosanvallon appelait la société de la défiance, une société de la distance qui nous met à l'écart les uns des autres. Quand j'entends les spots du gouvernement, et encore une fois, je ne remets pas en cause la nécessité des mesures qui sont prises aujourd'hui, mais quand on entend dire que quand on aime ses proches, on ne s'en approche pas, au fond, je me dis que ça ne peut pas ne pas avoir d'impact sur la manière dont nous vivons, et je pense en particulier aux plus jeunes. Je pense aux enfants, aux adolescents qui grandissent dans ce monde où nous apprenons que la première nécessité sociale, c'est la distance. Il y a quelque chose là qui appellera, je crois, une réflexion sur la manière dont nous devrons sortir non seulement de cette épidémie, et j'espère que nous en sortirons le plus vite possible, mais aussi des conséquences psychologique, vous êtes sur la ligne Nicolas Bedos, pour le dire vite, puisqu'il avait fait un post qui a été très largement relayé. Nicolas Bedos qui écrivait « Arrêtez tous les masques, les confinements, excepté face à vos parents très fragiles. Quand ils le souhaitent, vivez à fond, tombez malade, allez au restaurant, engueulez les flicaillons, contredisez vos patrons et les lâches directives gouvernementales. Nous devons désormais vivre, quitte à mourir. » Non, je reviens sur ce que je disais. Je pense qu'il est On n'est pas très loin de ce que vous disiez. Non, il est nécessaire de protéger évidemment ceux qui nous entourent, et je pense en particulier à nos aînés qui sont plus fragiles. Je ne voudrais pas d'une société irresponsable qui considère que aimer les autres, c'est faire n'importe quoi. En revanche, ce qui est clair, c'est que ce texte de Nicolas Bedos a le mérite d'alerter sur ce que produira en nous, et vous avez raison de poser cette question, l'expérience de cette épidémie et des mesures qui nous sont imposées aujourd'hui, sur ce que cela pourrait produire dans le
long terme de notre relation aux autres. Et je crois, et ça c'est une question philosophique majeure, je reviens sur le travail par exemple remarquable qu'a fait Olivier Rey dans un petit tract paru chez Gallimard qui s'appelle L'idolâtrie de la vie. Je crois qu'il y a un danger qui consisterait à croire que la préservation de la vie physique, en quelque sorte de la vie du corps, vaudrait plus que toute autre exigence ou devrait être seule considérée indépendamment de toute autre exigence. Je pense en particulier aux personnes qui sont en EHPAD et à qui on a pu expliquer dans les dernières semaines qu'il allait falloir les confiner pendant peut-être des mois, peut-être même des années. Lorsque vous êtes en EHPAD et que vous êtes condamné à la solitude absolue, alors que ce sont les années de votre fin de vie, il y a quelque chose qui crée dans notre société le spectre d'une vie qui n'en est plus tout à fait une, parce qu'une vie qui est réduite à la simple préservation de nos fonctions organiques n'est plus tout à fait une vie humaine. Et ça engage d'ailleurs une réflexion de grande ampleur sur ce que c'est qu'une vie liberté, en fait, si une personne âgée disait « je souhaite être visitée en EHPAD », même si ça peut susciter une mort plus précoce, vous seriez favorable à ça, vous ? Non, ça veut dire, encore une fois, je ne dis pas qu'il faut être irresponsable. Ça veut dire, d'abord, je pense mais vous n'êtes pas loin de dire jouissez sans entrave, comme on le disait en mai 68. On est devant une épidémie. Soyez libre. On est devant une épidémie qui est réelle, un virus qui est réel et qui peut réellement faire du mal, en particulier à nos aînés. On est aussi contraint d'inventer les réponses à cette épidémie. Et je crois que ce qui compte, c'est que toujours, nous devons trouver dans ces réponses une forme d'équilibre. Le grand danger, ce serait de tomber dans le déséquilibre. Et oui, il y a une forme de déséquilibre qui consisterait par un réflexe purement hygiéniste, et ce serait un déséquilibre, évidemment, à préserver une vie qui soit tellement isolée qu'elle soit dépourvue de ce qui la rend vraiment humaine. Mais je ne dis pas non plus, évidemment, qu'il faille sombrer dans le déséquilibre inverse qui consisterait à être totalement irresponsable et à mettre en danger des gens. Ce que je dis... La vie n'est pas une fête. La vie devrait le redevenir, et j'espère qu'on pourra sortir le plus vite possible de cette pandémie. À votre avis, d'où vient qui a cette responsabilité, cette espèce de principe de précaution généralisé? Est-ce que ce sont les Français qui sont en demande de ça, on a l'impression, ou est-ce que ce sont leurs dirigeants qui ont peur de se faire rattraper en cas de défaillance? Il y a, j'allais dire les deux, il y a évidemment un piège qui est celui de l'excès de juridisme qui fait que nos dirigeants ont plus peur de la poursuite pénale que d'échouer dans la bonne gestion de l'épidémie. Et ça, je pense que c'est dangereux et que c'est un sujet, là aussi, qui doit tous nous alerter. Ça crée, d'ailleurs pas seulement chez nos dirigeants, mais dans toute la chaîne hiérarchique, je pense en particulier aux administrations, je pense aux ARS, ça crée une sorte de réflexe de l'ouverture du parapluie. On cherche plus à se protéger qu'à apporter des réponses. Je suis professeur, je vois dans l'éducation nationale, mes collègues me racontent, quand vous recevez des règlements qui font 58 pages remplis de règles sanitaires, vous savez très bien que le but n'est pas de garantir le bon accueil des élèves, mais que le but, c'est que ceux qui ont écrit ces règlements montrent qu'ils se sont en quelque sorte protégés de toute critique potentielle. Il y a aussi évidemment le risque que fait peser sur nous la spirale, et je dis ça non pas pour critiquer les médias, mais pour que nous ayons ensemble une réflexion sur ce sujet, la spirale de l'information en continu et de la montée d'informations très anxiogènes. Si on publiait tous les jours à la télévision le nombre de morts sur les routes, si on publiait tous les jours à la télévision le nombre de morts du cancer ou du tabac... Donc il ne faudrait pas informer au quotidien sur l'évolution de la pandémie ? Je crois qu'il est important d'informer, mais je pense qu'il y a le risque d'une surenchère, le risque d'une spirale, le risque d'une surenchère qui est lié aussi à une forme de mimétisme entre les médias, d'une course en avant, d'une fuite en avant. Vous le savez tous comment, moi ça m'a beaucoup frappé quand j'ai découvert les coulisses des chaînes d'information continue, que dans les chaînes d'information continue, chacun publie dans les régies les écrans de télévision des chaînes concurrentes. Et donc au fond, tout le monde s'imite et tout le monde veut être sur les mêmes sujets. C'est le cas dans toutes les régies de télévision. On a toutes les chaînes en général dans les écrans. C'est normal et c'est naturel. Mais ce réflexe-là fait peser aussi le risque d'une forme de mimétisme. Et je pense, vous parliez de relâchement, que pendant cet été, moi j'ai été très frappé du climat très anxiogène qui a été maintenu dans les médias, alors qu'objectivement, nous n'étions pas face à une seconde vague. Et ce qui fait que peut-être certaines personnes ont plus de mal à réagir aujourd'hui, alors que les chiffres sont vraiment en train de monter, c'est que cet été, on nous parlait de cluster à Quiberon, quand il y avait en réalité 3 personnes qui avaient été dépistées positives au coronavirus. Il me semble qu'il y a une réflexion globale à partager ensemble sur la question de la manière dont nous gardons la proportion et la mesure. Et c'est très difficile parce que vous voudriez sans doute que j'ai des réponses très tranchées dans un sens. Mais la vertu est, nous disait Aristote, du côté du juste. La vertu est sans doute du côté du juste milieu. Et cette question de la mesure dans les réponses sanitaires, mesure dans la manière d'informer, cette question de la mesure et de l'équilibre, je pense que c'est une question cruciale pour nos sociétés aujourd'hui. Encore une question sur le sujet. Vous dites que les médias sont anxiogènes, mais en fait, ce qui pèse avec l'épidémie, c'est qu'au fond, ça bouge complètement l'avenir. C'est-à-dire qu'on se projette dans rien
Les entreprises ne se projettent dans rien, l'État a du mal à se projeter, et nous aussi. Donc, en fait, c'est cette imprévisibilité qui est aussi, je pense, un challenge pour tous les hommes politiques aujourd'hui. Comment vous réagissez à ça ? Bien sûr, François-Xavier Bellamy. c'est évidemment un vrai défi. D'ailleurs, nous le vivons nous aussi dans l'organisation de notre propre travail. Je le vois, je le redisais à travers cette expérience au théâtre. C'est très difficile aujourd'hui de s'engager, c'est très difficile de prévoir. Et je pense que ce sera en particulier un très grand problème pour l'économie. Le travail des politiques, et notamment les politiques qui sont chargés de réfléchir à l'avenir idéologique, mais aussi à l'avenir de notre société, comme c'est votre cas. C'est la raison pour laquelle je pense que sur le terrain de l'épidémie, on aurait besoin d'indicateurs plus clairs pour déterminer les décisions à prendre. Ça a été beaucoup souligné, mais on a changé tellement de fois d'indicateurs, de couleurs sur les cartes, de critères pour les attribuer, qu'aujourd'hui, il est très difficile, y compris pour des acteurs du monde économique, par exemple, de choisir de s'engager dans telle ou telle direction. Et puis j'ajoute un dernier point, on a besoin d'aller très vite sur la question de la relance économique et du plan de relance en particulier. On y travaille aujourd'hui au Parlement européen, c'est un sujet majeur, il faut donner de la visibilité et de la lisibilité aux acteurs économiques sur la manière d'engager ce plan de relance. Et moi, je suis préoccupé du fait que nous avons beaucoup de mal politiquement à faire ce travail-là. C'est ce que j'essaye de faire comme rapporteur du plan de relance au Parlement européen, offrir cette lisibilité à travers des critères clairs et stables pour permettre justement une relance. Plus la situation est incertaine et anxiogène, plus les politiques devraient offrir aux acteurs de la société cette lisibilité, cette clarté. Vous considérez qu'on a traîné, qu'on a du retard par rapport à nos autres pays européens ? On a du retard d'abord au plan global, et c'est la première chose qu'il faut dire. Aujourd'hui, le grand paradoxe, c'est cette crise qui vient de Chine. On peut s'accorder sur le fait que le virus nous est arrivé de la Chine. Elle va bénéficier d'abord à la Chine, qui en est sortie aujourd'hui, et qui, elle, pour le coup, va subir l'impact économique le plus faible. Or, c'est très important parce qu'il faut regarder, je crois, l'image la plus large. Au plan géopolitique, cette crise aura des conséquences. Et si nous ne savons pas nous engager rapidement dans la relance de nos économies, nous allons aussi accentuer encore cette dépendance très dangereuse au plan politique que nous avons déjà avec, par exemple, la Chine ou les États-Unis. Et on va en parler. L'eurodéputé Les Républicains, François-Xavier Bellamy, est l'invité de Questions politiques jusqu'à 13h. France Inter, Ali Badou, Questions politiques. Votre portrait par Laurence Perron. Joyeux anniversaire d'abord, puisque vous Merci êtes né beaucoup. Aujourd'hui, un 11 octobre, il y a 35 ans. Très heureux de le fêter avec vous. Est-ce que vous vous imaginiez, après avoir fait Normal Sup, décrocher l'agrégation de philosophie à 23 ans, qu'un 11 octobre 2020, vous seriez là, sur un plateau de radio-télévision, à commenter les vicissitudes de la vie politique, les guerres de tranchées dans le parti que vous avez finalement épousé. Enfin, à vous écouter jeudi dernier, lors du séminaire des parlementaires de la droite LR, on est limite dans une phase conciliation avant divorce. Je suis assez affligé de voir que notre famille politique se livre depuis quelques semaines à une sorte de guerre de tranchées qui ressemble plus à une guerre des boutons qu'à un vrai débat de fond. Pour ma part, je n'ai jamais répondu à cette petite stratégie de harcèlement, de petites phrases médiocres. Je pense que ça suffit. J'ai fait la route toute la nuit pour arriver ce matin. Je tombe sur la dernière livraison de la presse et de nouveau, Bellamy, c'est 10%. Je vais vous dire, ça ne me fait plus du tout sourire. Monsieur 10%, en réalité, c'est même pas 10%, c'est 8,48 le score de votre liste aux européennes. Alors certes, vous êtes désormais député européen, mais on s'interroge tout de même. Pourquoi vous êtes engagé sur cette galère quand vous auriez pu continuer à enseigner, à donner ces cafés philo qui ont fait votre notoriété, écrire ce que vous faites encore d'ailleurs, un dernier essai surprenant, Demeure pour échapper à l'ère du mouvement perpétuel, que j'en suis sûr Jean-Luc Mélenchon a lu, ou pour le moins, il boirait ces lignes sur la liquéfaction de la politique, je vous cite. Tout enfin passa dans le commerce. Marx avait annoncé ce temps de la corruption générale, de la vénalité universelle, ce temps où tout ce qui était solide devrait être littéralement corrompu, rendu liquide pour pouvoir être disponible à la puissance de l'argent. Et puis vous poursuivez, bien des esprits qui se réclament souvent en cela d'une tradition politique de gauche en sont réduits à applaudir au triomphe d'une économie de marché qui a réussi l'exploit de vendre même des enfants. J'imagine, là, comme ça, Aurélien Pradier, Nicolas Sarkozy, Christian Jacob, relire avec vous, parce que vous le citez, Marx et la misère de la philosophie. En vrai, j'ai du mal à imaginer. Alors, je vous repose ma question. Pourquoi faire de la politique au sein de la guerre des boutons d'une droite médiocre lorsqu'une carrière de Finkielkraut de gauche vous tend les bras ? François-Xavier Bellamy.
C'est une question qu'on m'a souvent posée. Faire de la politique, d'abord, ça faisait effectivement pas partie du tout de mes projets. Vous demandiez si j'aurais pu m'imaginer être là aujourd'hui. La réponse est non. Moi, j'ai toujours voulu enseigner la philosophie. J'ai enseigné la philosophie pendant plus de 10 ans et c'est un métier qui m'a comblé. J'ai eu l'occasion d'écrire aussi, de m'engager sur le terrain des idées. Et lorsque cette famille politique m'a proposé de m'engager pour l'élection européenne, j'ai accepté de relever le défi. Elle était à l'époque donnée à 7 ou 8% dans les sondages. C'est la raison pour laquelle j'ai rappelé face à l'un de nos amis qui m'avait surnommé Monsieur 10%, que je crois C'était à l'Assemblée l'échec... nationale devant l'ensemble des parlementaires, les Républicains, et vous avez cogné, vous avez tapé fort. Non, j'ai simplement répondu parce que c'est vrai que je crois que c'est un peu absurde d'entretenir des divisions inutiles, d'autant plus inutiles que notre famille politique aujourd'hui, je crois, n'est pas fracturée idéologiquement. Alors c'est justement... En tous les cas, on a un travail de fond à parler. faire. Tout ça pour vous répondre qu'effectivement, je n'aurais pas pensé être là aujourd'hui. Votre famille mais que vous ne politique pouvez n'est pas- pas vous ne fracturée pouvez pas- intellectuellement, idéologiquement. Laurence Perron venait de citer les propos que vous avez tenus, écrits sur l'économie de marché. Ça paraîtrait impensable d'entendre Dans la bouche de Nicolas Nicolas Sarkozy, Sarkozy, voilà. par Ouais. exemple, Non, prononcer ces mêmes attention, mots. ces propos ne condamnaient pas l'économie de marché. Il faut faire attention à un extrait trop... Oui, mais enfin, il est quand même question de la vitesse et de ralentir, ce qui n'est pas exactement la pensée de Nicolas Sarkozy. Ce que je voulais dire dans ce passage, c'est que, et ça pour le coup j'en suis convaincu, l'une des folies de notre époque, c'est que le marché voudrait se saisir de tout. Je crois que le marché est nécessaire, sinon je ne me serais pas engagé dans cette famille politique. Je crois que l'économie de marché est ce qui permet à l'économie de fonctionner de la manière la plus efficace possible lorsque ces mécanismes sont garantis et lorsque elle assure à chacun, et elle assure aujourd'hui à chacun, l'accès au plus grand nombre Mais de pour le de dire ressources rapidement, possibles. la Le droite, grand- c'est l'État le grand- maintenant. Pas du tout. Le grand danger, encore une fois, c'est l'extension indéfinie du domaine du marché. Et ce passage, il avait pour vocation de rappeler, y compris par exemple à Jean-Luc Mélenchon, qu'il est assez curieux de considérer qu'aujourd'hui, le progrès consiste à laisser entrer dans le domaine du marché y compris la vie humaine, par exemple, à travers les dernières révisions des lois de bioéthique. Et ça, pour le coup, je le maintiens absolument. Je crois que nous devons garantir que le marché fonctionne de manière juste, mais nous devons aussi garantir que le marché n'absorbe pas tous les aspects de notre existence. Et c'est ce que, à travers la toute-puissance de la technologie, aujourd'hui, un certain modèle voudrait nous imposer. C'est contre ce modèle-là aussi que C'était je me donc suis engagé. un essai Oui. qui s'appelait Demeure. Alors, et ça on peut en dit long. considérer quand Nathalie même que Saint-Cric. les Républicains, c'est pas uniquement un club de philosophes, ou alors il y a quelque chose qui m'a échappé. Il y a un certain nombre de personnes qui font défection, genre François Baroin, il y a Nicolas Sarkozy qui est censé être à la retraite, Xavier Bertrand qui est dedans dehors, Bruno Retailleau qui voudrait être candidat. Vous travaillez avec qui? Alors vous allez me dire que c'est d'abord le programme et pas les candidats, que vous refusez de choisir quiconque, c'est ça? D'abord, je travaille avec tout le monde. Je veux dire par là. Non, mais abandonner la langue de bois, on avec avait qui bien Non, mais c'est pas de commencé la langue de l'émission. Vous allez Mais non, vous penser- ne travaillez pas avec Non, tout le mais monde, vous François-Xavier travaillez, ou Bellamy. vous pensez, ou vous réfléchissez avec qui, et qui est le plus à même d'incarner cette pensée qui est certes très claire, mais pas forcément. D'abord, le point de départ, et vous allez m'objecter que c'est une manière de ne pas répondre, mais c'est pourtant absolument crucial. Le point de départ, c'est qu'on parle beaucoup de primaires en ce moment, on Ouais. parle beaucoup de Ou de départager des départage, candidats. ouais. Le plus important, c'est d'abord d'identifier notre ligne. Je ne vois pas, Oui. je le redis, de fracture idéologique profonde à droite. Ah bah, En tous les cas, je crois qu'il faut organiser une conversation de fond pour savoir quelle sera la ligne que nous défendrons à l'élection Alors, présidentielle. attendez, Et il y a une Alors toute laissez petite- Françoise, et il y a- parce que et il si y a- vous et ne il y voyez a- pas les et lignes il y de a- fracture, Françoise Une les question voit, très elle. précise. En fait, ce qui est très troublant dans la période actuelle, c'est qu'avec le Covid, on voit tout d'un coup des milliards se déverser sur l'économie. On voit des thématiques qui avaient disparu, la souveraineté, qui reviennent. Et au fond, on se dit, Macron essaye de saisir toutes ces thématiques en même temps. Qu'est-ce qui reste pour la droite dans ce contexte-là et quel effort intellectuel elle doit faire pour montrer qu'au fond, elle a une voix différente et qui s'affirme? Macron François-Xavier saisit Bellamy. tout l'espace de la communication, mais où est l'action? Où est la réalité de l'action? Non, ça c'est un slogan. Non, pas du tout. Si, Si Emmanuel Macron faisait la politique que j'espère pour mon pays, je serais heureux de le soutenir. Non, mais Alors, la c'est question quoi cette porte sur la politique? droite. C'est quoi cette politique Et qui de peut la droite faire différente de ce qui... Vous évoquiez la question de la souveraineté. Effectivement, on a vu pendant la crise du coronavirus que notre pays en était réduit à aller mendier des masques en Chine, comme tous les pays européens, pour pouvoir simplement protéger ses citoyens. Aujourd'hui, il est très clair que nous avons un travail majeur à faire pour reconstruire une base industrielle dans notre pays, pour réapprendre à Dans le produire ce pays dont nous ou avons en besoin. Europe? Et en Europe, évidemment, parce que c'est nécessairement un défi européen. Mais, je me permets de le dire,
c'est exactement ce que nous avions mis au cœur de notre campagne européenne et c'est exactement ce qu'Emmanuel Macron n'a jamais défendu. En 2017, il disait « le protectionnisme, c'est la guerre ». C'est-à-dire l'idée qu'il faut retrouver une stratégie industrielle qui nous permette de protéger les citoyens de nos pays, lui paraissait déjà un acte conflictuel. Et ça n'a pas changé. Moi, comme rapporteur du plan de relance, je travaille pour faire en sorte que justement ce plan de relance soit l'occasion de réinvestir dans la reconstruction de notre base industrielle. Mes adversaires politiques aujourd'hui sont dans le groupe Renew auquel appartient Emmanuel Macron qui m'explique que cette idée est protectionniste, et qu'il faut, au lieu de reconstruire notre capacité de production, multiplier les chaînes d'approvisionnement avec le commerce mondial en signant des traités avec le Mercosur, en signant avec des pays africains pour aller se fournir partout de telle sorte que nous ayons toujours un fournisseur disponible. Ça, c'est exactement la vision du monde que j'essaye de contredire, parce que je crois que concrètement, nous sommes devant un défi absolument historique. Laurence Perron. Quand vous dites que votre famille politique n'est pas fracturée, j'aimerais y revenir quand même. Quand on regarde ce gouvernement, il est constitué en partie d'hommes de droite, que Emmanuel Macron est allé chercher avec sans doute aussi l'assentiment de Nicolas Sarkozy. Quand on voit que Christian Estrosi est prêt aujourd'hui à partir en Macronie, que Renaud Muselier, a priori, pourrait garder sa région avec l'aide de La République En Marche, vous ne trouvez pas que votre famille est quand même a été un peu enfoncée par Emmanuel Macron ? Oui. Christian Estrosi, quand il a dit qu'il fallait s'allier avec Emmanuel Macron, je crois, n'a pas dit quelque chose qui représente ce que pense l'immense majorité de ceux qui, je pense aux groupes parlementaires, je pense aux élus locaux, qui ont été fidèles à leur famille politique et qui ne sont pas prêts de céder et de se dissoudre dans le grand bain macroniste. Aujourd'hui, les stratégies individuelles ne m'intéressent pas. Ce qui m'intéresse, c'est la réalité des faits. Aujourd'hui, un commissariat a été attaqué. Il avait déjà été plusieurs fois au cours des dernières années à Champigny à coups de mortier par 40 personnes armées de barres de fer en pleine nuit. On a frôlé le drame. 2 policiers qui étaient devant ce commissariat en train de faire leur pause ont eu tout juste le temps de se réfugier à l'intérieur. Le ministre de la Justice nous parle depuis des semaines du sentiment d'insécurité. Est-ce que ces policiers qui ont sauvé leur vie à la dernière minute éprouvent un sentiment d'insécurité ? Est-ce qu'ils ont ressenti un sentiment de mortier sur leur commissariat ? Non, notre pays est en train de se déliter face à la montée de la violence et on a un gouvernement qui continue à commenter. Le ministre de l'Intérieur lui-même, mais vous disiez qu'il vient de la droite, publie sur Twitter un message en disant « les petits caïds ne nous impressionneront pas ». Mais ce ne sont pas des petits caïds et on ne leur parle pas comme à des enfants qui désobéissent. Nous sommes devant un défi majeur qui est celui du rétablissement de l'autorité. Et ça n'est pas artificiel. Si Emmanuel Macron et son gouvernement faisaient le travail, je le redis, je serais heureux de m'en satisfaire. Mais ça n'est pas le cas. Et je crois que c'est une nécessité de le redire, non pas pour que la droite soit dans l'opposition systématique, mais pour que la droite prenne la mesure de sa responsabilité. Si certains pensent que 2022 peut être pour la droite une occasion de jouer la substitution à Emmanuel Macron, c'est une erreur. Il faut jouer pour la France le rôle que la droite doit remplir, c'est-à-dire celui d'incarner une authentique alternance. Alors justement, cette alternance, aucun des sujets majeurs, juste avant notre pays n'est en train de progresser aujourd'hui. Je suis pas obsédée par les gens, par les noms, mais qui peut incarner cette alternance ? Parce qu'il faut bien s'y mettre. C'est bientôt quand même. Enfin, il faut s'y mettre, c'est un conseil que je vous donne. Vous vous sentez proche de qui et comment ? De Robert Ménard ? De je ne sais pas qui à droite ? La première des choses à faire, c'est de déterminer une méthode. Retour de l'autorité, c'est-à-dire vous l'avez de se dit. mettre d'accord sur la manière dont nous allons trancher ce débat. Et encore une fois, je crois que ça ne doit pas être un débat de personnes, et c'est important parce qu'un débat de personnes, ça peut se jouer dans un bureau politique derrière des portes closes. Est-ce qu'on fait une primaire, par exemple ? Mais je crois qu'il faut partager ce débat avec tous ceux qui, dans notre électorat, attendent que la droite les représente. Donc en français, partager ce débat, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ça peut passer par une primaire, ça ne doit pas être un tabou, je ne comprends pas pourquoi ça le serait. Une primaire ouverte ? Pourquoi pas ? On D'accord, n'est pas obligé de faire la même chose. Retailleau On des n'est choses. pas obligé de faire la même chose qu'en 2017. Il y a certainement des évolutions à apporter au système de 2017, mais une chose est sûre, ça n'est pas en 2017 la primaire qui a empêché le candidat de la droite d'être élu à la présidence de la République. C'est faux. Et je suis heureux que vous partagiez ce diagnostic. Cette primaire a été l'occasion d'un vrai débat de fond. Oui. Elle a suscité une immense mobilisation. Vous avez choisi Elle a donné François un élan Fillon. à ce candidat. Et sa campagne, on en connaît évidemment le destin et ce qu'il est devenu. Mais en l'occurrence, c'était intéressant parce que le choix de François Fillon, est-ce qu'aujourd'hui, ce serait la même ligne qui incarnerait, qui représenterait l'avenir de la droite ? Est-ce que l'avenir de la droite, au fond, pour vous, aujourd'hui, c'est le conservatisme ? Alors d'abord, je pense qu'il faut réussir à renouveler le vocabulaire et que le mot de conservatisme, de toute façon, ne peut rien dire à la France d'aujourd'hui. Pourquoi ? Conserver, Alors dites néo-conservateur.
Conserver, j'ai toujours dit que je ne me reconnaissais pas dans ce terme. Néoconservateur ou conservateur? Conserver, ça voudrait dire maintenir les choses dans l'état où elles sont. Oui, vous avez écrit un livre qui s'appelle Demeure. Eh bien, On n'est justement, pas très loin du conservatisme. évidemment que dans la tradition intellectuelle du conservatisme, il y a beaucoup de choses dont je me sens familier, mais je crois que le conservatisme en tant que tel, et Demeure voulait justement apporter une réponse à cette question, dans le conservatisme en tant que tel, quelque chose est insuffisant pour répondre aux problèmes d'aujourd'hui. Je pense d'ailleurs que nous ne sommes pas dans une période où il reste quoi que ce soit à conserver. Nous sommes dans un moment de crise majeure dans lequel tout est ébranlé, et effectivement, il est nécessaire de reconstruire, de relever ce qui doit l'être pour que la vie reste possible, pour qu'une vie en société vous n'êtes pas reste progressiste. possible. Je ne suis pas progressiste au sens où Et je donc, crois. Vous n'êtes pas conservateur non plus, réactionnaire, ce serait plus juste. Pas du tout. Mais si, puisqu'il y a des situations que vous aimeriez retrouver, des situations du passé que vous regrettez. Je pense que le progressisme fait la très grande erreur de penser que tout ce qui est nouveau est forcément meilleur. Et je pense que le progressisme fait la très grande erreur de penser que tout ce qui est ancien est forcément périmé. C'est faux. Et beaucoup de Français, une très grande majorité de Français, sont capables de manière très concrète, de retrouver dans notre histoire des éléments de stabilité qui méritent de durer pour pouvoir reconstruire le lien qui nous unit. Des éléments et qui nous de stabilité qui méritent de durer, c'est une très belle définition du conservatisme, François-Xavier Bellamy. Mais le conservatisme en tant que tel est un mot qui piège le débat parce qu'encore regardez, une fois, les Américains entendent... l'assument parfaitement. Ils parlent même de courants conservateurs, de néoconservateurs, et ils n'ont pas honte de se dire conservateurs, contrairement à la droite française. C'est pas une question de honte du tout. Comme vous le savez, il y a une tradition conservatrice qui est beaucoup plus ancrée dans le paysage politique anglo-saxon, aux États-Unis ou au Royaume-Uni, qu'elle ne l'est en France. Il n'y a jamais eu de tradition conservatrice en France. En revanche, et je pense que par ailleurs, elle ne peut pas parler à notre époque aujourd'hui d'une manière aussi pertinente parce que nous vivons une période de crise globale. Vous vous rappeliez dans ce texte tout à l'heure le fait que j'avais cité Marx. Effectivement, je pense qu'on peut s'appuyer aujourd'hui sur des travaux d'auteurs très variés pour exprimer ce qui est aussi au cœur de mon engagement politique, une forme de révolte contre les injustices de notre temps. J'en prends une. Soyons concrets plutôt que de rester dans un concept très théorique. Prenons la question éducative. Bientôt, vous allez nous dire qu'il faut la révolution. La question de l'école. Et peut-être que la révolution, c'est le fait de réapprendre dans notre histoire ce qui mérite d'être partagé de nouveau aujourd'hui. Prenons la question de l'école. Aujourd'hui, c'est l'injustice pour moi la plus révoltante de notre époque et la plus dangereuse pour notre avenir. Le système éducatif français est le plus inégalitaire de tous les pays européens. Nous sommes le système qui produit le plus de différences entre ceux qui échouent et ceux qui réussissent, et surtout le système dans lequel le parcours scolaire d'un élève est le plus directement corrélé à son milieu social d'origine. Nous sommes le pays dans lequel un jeune Français sur 5, à sa majorité, a du mal à lire correctement le français. Et aujourd'hui, cela porte en germe tout ce qu'on appelle les séparatismes, tout ce qui sépare, tout ce qui fracture notre société. Parce qu'évidemment, nous devenons une communauté, un archipel différent. Le rapport, c'est que précisément pour remédier à cette fracture, et je crois que nous devons être révoltés par cette injustice aujourd'hui et qu'elle devrait nous empêcher de dormir, pour remédier à cette fracture, il n'y a pas d'autre solution que de transmettre de nouveau notre culture, de transmettre notre langue, de réapprendre à transmettre ce dont nous avons hérité aux générations à venir. Et le progressisme a fait l'immense erreur de croire qu'on allait pouvoir construire l'avenir en se défaisant du passé. Et qu'on allait arrêter de parler français, c'est quand même assez curieux, parce que d'un côté, vous allez vers Jérôme Fourquet l'archipel français, de l'autre, on sent que vous penchez plutôt vers un discours à la Finkielkraut, voire à la Zemmour aujourd'hui. On a du mal en fait à cerner exactement vers où vous allez. Clair. Effectivement, aujourd'hui, quand le président de la République fait un discours sur les séparatistes, il nous explique que la meilleure manière de remédier à ce problème, c'est d'enseigner l'arabe. Je crois que c'est un élément mineur, enfin c'est un élément parmi plein d'autres du discours. N'empêche que c'est un élément sur lequel il a beaucoup insisté. On va revenir là-dessus. On peut enseigner l'arabe à l'école, mais le vrai remède au séparatisme et le vrai remède qui devrait trouver sa place dans un discours sur le séparatisme, ça n'est pas augmenter l'enseignement de l'arabe et expliquer qu'on doit enseigner une langue étrangère qui est l'une des langues de l'ONU, par exemple, poserait un problème pour Mais quelle est la société place française de cet enseignement dans un discours sur le séparatisme islamiste ? La vraie réponse à ce séparatisme, c'est de nouveau d'enseigner efficacement le français à tous les enfants de France parce que c'est leur langue et de leur redire que c'est leur langue. Et je crois que vous voyez qu'on est là au cœur d'un débat majeur. Les gamins en France parlent français, alors peut-être pas le français que vous parlez. Quand vous avez François-Xavier Bellamy, quand vous avez un jeune Français sur 5... Personne n'utilise l'imparfait du subjonctif comme vous, mais on peut parler français différemment. Quand vous avez un jeune Français sur 5 à 18 ans c'est la statistique officielle, celle qui est réalisée à l'occasion de la journée de défense et de citoyenneté. Un jeune Français sur 5 qui a du mal à déchiffrer un programme de cinéma.
Je suis désolé, c'est un drame majeur. Et c'est le tort des progressistes d'avoir considéré que tout va bien parce que par définition, le niveau montait. On nous a expliqué ça pendant des années. Qui a voulu remplacer les savoir-faire pédagogiques hérités de notre histoire par une espèce de construction aberrante qui n'a jamais produit ses fruits. Aujourd'hui, nous sommes encore dans le déni de réalité. Je suis obligé de le reconnaître. Un peu caricatural de ce qu'est le système scolaire. Mais c'est un défi tellement important qu'il nous explosera à la figure si nous n'y prenons pas garde. Dont acte. Nathalie Sacré. Il s'agissait dans le discours d'Emmanuel Macron de considérer qu'il fallait mieux maîtriser l'enseignement de l'arabe plutôt que de les laisser faire à l'extérieur par des gens plus ou moins douteux et plus ou moins dangereux. Illusion, il y a eu, illusion alors peut-être, absolue, il y a eu un illusion discours absolue. général sur le séparatisme. Vous avez répondu dans une interview à Valeurs Actuelles que vous trouviez qu'il n'y avait rien, en gros pas grand-chose dans ce discours et qu'en tout cas ce n'était pas les réponses face à la montée de l'islamisme radical. Je voulais juste vous demander, est-ce que vous considérez que rescolariser les tout-petits, il y a à peu près 50 000 personnes qui sont hors du système scolaire, de manière à s'assurer que c'est plutôt au sein de l'école de la République qu'on les enseigne, tout ça, est-ce que vous trouvez que ça n'est rien d'envisager toute cette batterie pour contrôler un certain nombre de mosquées? Est-ce que vous trouvez juste que c'est de l'air? Je crois qu'il y a quelque chose de très grave. Je parlais tout à l'heure des libertés fondamentales. Il y a quelque chose de très grave dans la réponse que le président de la République apporte à cette question. Aujourd'hui, dans notre pays, l'instruction est obligatoire, mais le fait d'envoyer ses enfants dans l'éducation nationale ou à l'école n'est pas, pour le coup, un impératif. Et beaucoup de familles, de toute sensibilité, ont choisi d'enseigner eux-mêmes à leurs enfants. Quitte à ce qu'on leur enseigne n'importe quoi. Non, parce que pour le coup, l'instruction est obligatoire et l'État peut pas contrôler la qualité de l'instruction. On peut faire le CNED, mais on peut aussi faire complètement autre chose. Le problème, que se passe-t-il? On revient exactement à la même situation. Le problème, c'est que parce que l'État n'arrive pas à remplir son rôle, en quelque sorte, il rogne sur les libertés fondamentales des Français pour pouvoir éviter la catastrophe qu'il n'arrive pas à gérer. Vous êtes hostile à cette mesure? Non, oui, je suis hostile à cette mesure. Donc vous considérez qu'on peut laisser une petite fille chez elle dans un certain nombre de religions en ne lui enseignant rien, mais attendez, pour pouvoir que les catholiques puissent faire la même chose? Bien sûr que non, que l'État fasse son rôle, c'est-à-dire contrôler la qualité de l'instruction et contrôler. Il va rentrer chez les familles. Et là, excusez-moi, atteinte à la liberté. Mais il ne s'agit pas de rentrer chez les familles, il s'agit de controler le résultat de l'instruction. Vous et dites on peut le faire, et on doit le faire, et on doit le faire. C'est déjà une règle aujourd'hui. Vous dites que l'égalité entre les enfants peut se faire par l'enseignement public, pour évidemment pallier les différences de milieux sociaux, c'est-à-dire des gens qui ne savent pas lire, des gens qui ne sont pas cultivés, et que l'école peut servir à ça. Si vous les laissez jusqu'à un certain âge, c'est-à-dire que jusqu'à ça doit être 6 ou 7 ans, où on doit retourner à l'école, on prend un sérieux retard. Vous savez très bien que l'enseignement des langues, des mots, du vocabulaire, ça se fait très tôt. Mais je suis entièrement d'accord avec ça et je reconnais qu'aujourd'hui, le drame, c'est que c'est l'éducation nationale qui manque à cette mission dans beaucoup de quartiers de notre pays. Mais attendez, vous ne pouvez pas les laisser chez eux et en plus vouloir qu'ils soient... Vous avez beaucoup de gens, y compris, prenez votre confrère Mathieu Béliard qui a écrit, j'ai lu récemment un texte sur ce sujet, il a choisi l'enseignement à domicile pour ses enfants. Je crois que ces enfants, aujourd'hui, ils savent parler, ils savent écrire, mais Mathieu ils Béliard, connaissent le vocabulaire. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est une liberté fondamentale et c'est absolument crucial que cette liberté fondamentale soit préservée. Charge à l'État de garantir que ce travail est effectivement fait et sinon, effectivement, de reprendre aux parents la responsabilité qu'ils n'assument pas correctement. Mais je reviens sur ce discours sur le séparatisme. Oui. Aujourd'hui, on ne fera rien contre le séparatisme tant qu'on n'aura pas d'abord remédier à la question répondue sur le terrain migratoire. Ça ne sert à rien, et Christophe Guilluy le dit dans un livre qui va paraître bientôt sur les gens ordinaires, ça ne sert à rien d'espérer que dans les quartiers ordinaires de notre pays, on va réussir à intégrer les gens, à réussir ce défi de l'intégration devant lequel nous sommes en échec, si on continue de maintenir une immigration massive qui, de fait, rend la solution impossible. Premier problème. Et moi, je dis que le président de la République, quand il nous parle de lutte contre le séparatisme, mais qu'il continue de délivrer autant de titres de séjour. L'année dernière, c'est l'équivalent de la ville de Bordeaux qui est entrée légalement en France avec des titres de séjour. Je dis que le président de la République qui prétend lutter contre le séparatisme en nous rendant impossible le fait de ce dont vous parlez, c'est d'une invasion migratoire. Vous n'employez pas les mots qu'on emploie dans les conventions de la droite autour de Marion Maréchal Le Pen, mais si on traduit, si on met les sous-titres, c'est effectivement des discours qui sont très directement liés à ce que peuvent prononcer Éric Zemmour, Robert Ménard. Invasion. Pardon, une invasion, c'est quand vos frontières sont violées par des gens qui rentrent illégalement sur votre sol. Il y a un sujet d'immigration illégale en France, mais là, je ne parle que de l'immigration légale. Ça n'est pas une invasion. C'est
le délire, pardon, il n'y a pas d'autre mot, c'est le délire de nos dirigeants qui ne voient pas qu'ils sont en train d'alimenter la fracturation de la société C'est-à-dire que vous française. êtes complètement contre le pacte Françoise européen Fressoz. sur le droit d'asile et l'immigration que la Commission Mais là, européenne encore une est fois, en c'est train de même pas un proposer. sujet européen, je parle de l'immigration mais légale là, je vous décidée parle par parce le que gouvernement Marine Le français. Pen Peut-être qu'on a lance une besoin campagne aussi de Pas ces ce gens soir, véritablement. Le pacte européen sur l'immigration, c'est un pacte qui, je crois, par certains aspects, va dans le bon sens parce que justement, il affirme enfin qu'il ne doit pas être question de gérer le poids de l'immigration illégale que l'Europe reçoit, mais enfin de se donner les moyens de mettre fin à cette immigration illégale. Et c'est fondamental. Dire qu'on a besoin de ces personnes, pardon, mais ça me paraît Enfin, un pays qui relever vit aussi sans immigration d'une est un forme. pays mort d'une certaine manière. Enfin, à un moment donné, il faut aussi qu'il y ait des brassages de population. On a besoin aussi de faire venir Bon. des gens. Ça me paraît relever d'une Chacun forme de se fera son cynisme qui idée. consisterait à utiliser des personnes qui viennent de Chacun se l'extérieur. fera son idée, mais c'est vrai Mais- que ce qui est étonnant, c'est le glissement. On part d'une crise inédite et absolument redoutable à laquelle nous devons faire face. Et une demi-heure après, on est en train de parler de l'islam et de l'immigration. Vous avez en France, toutes les études le montrent, y compris celles que l'Institut Montaigne a publiées récemment justement sur la communauté musulmane, beaucoup de gens Non, mais qui le qui glissement ne est, se... est fascinant. Mais c'est hyper important. Mais bien sûr qu'il y a un lien. Vous avez beaucoup de gens qui, en France, grandissent, beaucoup de jeunes en particulier, je l'ai vu comme enseignant, qui grandissent sans se reconnaître français. Si vous voulez que ce défi de l'intégration soit réussi, et je pense qu'il doit l'être, et je pense qu'il peut l'être, et que nous pouvons réussir à reconstituer une communauté nationale, à faire que chacun se sente lié par cette communauté de destin, c'est possible. Mais pour le faire, il faut déjà que nous puissions parler à ceux qui sont là et qui grandissent dans notre pays. Si vous continuez de faire entrer en France chaque année plus de 300 000 personnes, vous ne pouvez pas réussir ce défi. Et vous créez des îlots communautaires. Comment ne pas le voir ? Ça n'est pas scandaleux de le dire. Je le dis précisément pour que nous puissions reparler de nouveau à ces jeunes qui grandissent en France et qui ne se sentent pas partie prenante de la communauté nationale. C'est le premier sujet. Le deuxième sujet, Si c'est la ils grandissaient reconstruction à de Versailles l'autorité. avec des moyens et des accès à d'excellentes études, peut-être que ce serait différent. On va Mais vous ouvrir, avez totalement raison. ce débat. Et justement, je parle moi pour les élèves que j'ai été voir. Quand j'ai commencé à Et enseigner quand vous dans le parlez Nord, du séparatisme, dans le vous Nord, parlez aussi quand du j'ai séparatisme des plus aisés, des plus riches. Et pardon, eux, ils se reconnaissent dans la communauté nationale, ils se savent français, ils ont tous les moyens de l'être. Je parle pour les jeunes Même s'ils qui payent pas grandissent d'impôts. dans le nord de l'Île-de-France où j'ai été enseigné quand j'ai commencé mon travail et qui, eux, pour le coup, n'avaient pas les moyens de se sentir liés à cette communauté de destin. Parce que justement, ils grandissent entre eux, qu'on les a enfermés dans des ghettos et que c'est dans ces ghettos qu'arrive cette immigration que nous continuons d'accueillir aujourd'hui. Évidemment que c'est pour eux qu'il faut parler. Évidemment que c'est cette injustice-là qui doit nous révolter. Évidemment aussi que c'est dans ces endroits-là, dans ces communautés que se préparent les fracturations qui nous menaceront demain. alors- Bien sûr. Nathalie Saint-Cric. Vous avez une thématique qui n'est pas si éloignée de ce qu'on a pu entendre du côté de Marine Le Pen, notamment après le discours sur le séparatisme d'Emmanuel Macron. Je voulais un peu savoir qu'est-ce qui, dans le corpus de la droite, devait être une ligne jaune, rouge, je ne sais pas comment on doit dire, entre vous et la façon dont le Rassemblement national pense, où je reviens à mon Robert Ménard, la vision de Robert Ménard ou de ce qu'il a pu en dire. Et quelles sont les différences profondes qu'il y a entre les Républicains ou des gens comme vous et ce que peut dire le Rassemblement national ? François-Xavier Bellamy. Il me semble que le très grand danger, ce serait de rentrer dans une rhétorique de confrontation de communautés, justement, dans une rhétorique de guerre civile. Je crois que nous devons tout faire pour éviter cette confrontation. Tout. Et je le dis comme un enseignant qui, justement, et c'est pour ça que je suis frappé que vous réagissiez ainsi, comme un enseignant qui a été tenté de relever ce pari de l'intégration. Bien sûr que nous devons le relever. Bien sûr qu'il faut que la France, je reviens sur ce que je disais, se montre absolument intraitable quand ses lois ne sont pas respectées. Aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Non, Et mais ça ne répondez sert à rien, clairement à d'ailleurs. Nathalie. Et ça ne sert à rien d'ajouter de François nouvelles lois Bellamy. ça ne sert à rien de rajouter de nouvelles lois sur le séparatisme si celles qui existent déjà aujourd'hui sont violées dans de nombreux territoires de France. Qu'est-ce qui vous Évidemment rendrait irréconciliable que nous devons entre sortir vous d'une réalité. et mais le RN. ensuite, nous devons pouvoir tenter ce pari de l'intégration et faire en sorte que chaque jeune qui grandit en France adhère à cette passion, à cet amour commun d'un héritage partagé. C'est possible, bien sûr. Et par exemple, je me refuse Donc vous ne absolument... savez pas ce qui vous distingue aujourd'hui Si, de je certains termine ma phrase, si vous ORN. le permettez. Je me refuse absolument aujourd'hui à cette perspective d'opposition de communauté qui est celle qu'entretient le Rassemblement national à tout point de vue, y compris dans un logiciel, pour le coup, post-marxiste, d'une manière aberrante, du point de vue sociologique. Comme s'il y avait d'un côté les riches et les pauvres, d'un côté les Français des villes et de l'autre les Français des champs.
comme si on pouvait les opposer. Quand j'ai été désigné candidat à l'élection européenne, Marine Le Pen a dit au moins c'est très clair, un peu ce que vous disiez à l'instant, cher Ali Badou. Il y a François-Xavier Bellamy, c'est Versailles, et de l'autre côté, Jordan Bardella, c'est la Seine-Saint-Denis, et c'est le combat entre les deux. Au fond, c'est comme si on pouvait réduire la politique à la sociologie, comme si on pouvait réduire le travail que nous devons faire ensemble pour servir le bien commun à une confrontation entre des classes dont les intérêts s'opposent. Et ça, pour le coup, c'est une opposition absolue qui donne de manière très concrète des traductions sur le plan des réponses politiques. Alors, sur les valeurs, par exemple, sur le terrain économique, est-ce que vous étiez, vous, hier, par exemple, dans les manifestations contre les lois bioéthiques, contre la PMA et contre la prolongation de l'avortement ? Oui, j'y étais. J'étais dans cette manifestation contre les lois de bioéthique parce que cette opposition aux lois de bioéthique qui ont été votées cet été, elle est connue de ma part. Je l'ai partagée depuis longtemps. Je remarque d'ailleurs que le Rassemblement national a été totalement absent de ce débat. Preuve que, vous voyez, ça nous fait aussi une différence. Alors que les Républicains et les groupes parlementaires à l'Assemblée et au Sénat ont mené ce débat avec beaucoup d'exigence. Aujourd'hui, nous sommes dans un moment d'une particulière gravité parce que ce quinquennat est celui, de manière évidente, des reculades successives sur le terrain de la bioéthique dans le respect de l'être humain, de la dignité humaine. Et c'est ce que j'ai été dire avec beaucoup d'ailleurs de manifestants très paisibles, très respectueux, mais très constants dans leurs convictions dans cette manifestation. Sur l'avortement aussi ? Il s'agit d'ailleurs pas de l'avortement aujourd'hui, mais de l'augmentation du délai de l'avortement. Et j'observe d'ailleurs que beaucoup de voix qui viennent de milieux très divers se sont élevées contre la loi qui a été votée dans une niche parlementaire dans des conditions absurdes. Beaucoup de voix se sont élevées contre ce vote. C'était d'ailleurs frappant d'entendre par exemple le professeur Israël Nizan, gynécologue de renom, qui n'est pas un opposant à l'IVG et qui alertait sur la dérive très grave que cela représentait, y compris pour le bien des femmes. Moi, j'ai été très marqué par le signal d'alarme très fort qu'il a lancé. Nous sommes là devant une majorité qui, n'ayant pas peur de le dire, est en proie à une forme de dérive idéologique. Il ne s'agit pas de servir les droits des femmes, en l'occurrence, il s'agit uniquement de poursuivre un agenda idéologique. Et quand j'entends le planning familial, pardonnez-moi de le dire, qui se réjouit d'une victoire, d'abord ce sont des sujets d'une telle gravité que je trouve puéril de prétendre que quelqu'un aurait gagné. Quand j'entends le planning familial se réjouir d'une victoire, et dire que son combat, et le combat qu'il mène, c'est de supprimer tout délai pour l'accès à l'IVG, je crois que nous sommes là devant un glissement extrêmement grave et que chacun peut le reconnaître lucidement et honnêtement. C'est un débat qui mérite mieux que la crispation idéologique dans laquelle on voudrait l'enfermer. Et quand j'entends des voix différentes, comme celle de François-Olivier Gisbert, celle de Michel Onfray, qui s'alertent de ce qui est en train de se produire, de ce qui s'est passé cet été aussi sur la question de l'IMG, je crois qu'aujourd'hui, nous sommes en passe enfin d'avoir une conversation plus ouverte sur ce sujet si important. Il nous reste très peu de temps. Françoise. Votre regard sur la campagne américaine et sur l'évolution de Donald Trump, parce que vous dites qu'au fond, c'est un repoussoir pour notre réflexion sur l'évolution de la droite française et européenne, où vous dites, au fond, on peut aller vers ce type de droite républicaine un peu populiste. Moi, je suis très préoccupé, je dois le dire, comme un citoyen français, mais j'ai regardé peut-être comme vous le débat qui opposait les deux candidats à la Maison-Blanche il y a quelques jours de cela, et c'est très préoccupant de se dire que la première puissance mondiale est exposée à un débat politique d'une telle pauvreté, bien sûr. Et je reviens sur cette question, vous allez penser que c'est une obsession, mais je crois qu'elle est cruciale. L'échec éducatif dans lequel nous sommes aujourd'hui, il ne peut pas ne pas avoir aussi des conséquences démocratiques. Moi, je me refuse absolument à sombrer dans l'échec de l'éducation. Mais il y a un vrai sujet éducatif aux États-Unis, bien sûr, pour ceux qui connaissent ce très grand pays. Il y a une question majeure qui est celle de la manière dont ils forment ses citoyens à une culture générale qui leur permette de comprendre les grands enjeux du monde. Et c'est pas une question de camp politique. Quand on voit le degré de tension auquel est arrivé les États-Unis, quand on voit la manière justement dont l'université américaine a été prise en otage depuis des décennies maintenant par une vision par une vision paradoxalement racialiste qui revient derrière les discours qui sont tenus par une gauche radicale américaine. Au fond, on en arrive à cette situation aussi parce qu'on n'a pas su cultiver dès l'éducation le sens de ce que nous avons en commun au lieu de chercher à fracturer les gens en les enfermant dans leur communauté d'origine. Et cet échec éducatif que nous connaissons aussi en France, il ne peut pas ne pas avoir de conséquences démocratiques si nous n'y prenons pas garde. Dernière question, et elle concerne moins les hommes pour le coup que nos amis les bêtes. Est-ce que vous seriez favorable à un référendum pour le bien-être animal ?
Je crois qu'il faut travailler sur cette question du bien-être animal, mais pas dans le sens qui nous est proposé à travers ce référendum. Pourquoi ? Pour une raison très simple. C'est que ce référendum, en fait, cherche moins à préserver le bien-être animal qu'à stigmatiser ceux qui, aujourd'hui, font l'élevage. C'est très contestable, en l'occurrence. Non, c'est un fait. Non, ce qui est un fait, c'est la souffrance animale et c'est l'élevage intensif. Il faut bien sûr lutter contre la souffrance animale. Il faut non seulement lutter contre la souffrance animale, mais même lutter contre le développement d'une agriculture et surtout d'un type d'élevage industriel qui traite l'animal comme un objet, comme un pur objet. Mais cela étant dit, on ne fera rien pour lutter sur ce sujet-là si on détruit nos propres capacités agricoles et nos propres élevages français qui compte parmi les modèles les plus vertueux au monde en la matière, parce que ce sera uniquement pour importer des produits qui viendront d'ailleurs dans des conditions infiniment moins exigeantes. Donc je crois qu'il faut... L'émission se termine. Merci François-Xavier Bellamy. Bon dimanche. On aurait eu encore beaucoup de questions à vous poser. Merci à toutes les trois. Merci à Alexandre Gilardi et Mathilde Clatte et à toute l'équipe technique de Questions Paul. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine.